N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Troisième rédaction, c'est le bi-hebdomadaire L'Alternative. Et nous accueillons au téléphone le patron du journal, c'est Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour, Grâce sur l'État, Eric. Merci de nous avoir rejoints. Et ce matin, vous revenez sur ce que vous appelez la tyrannie du riz en Afrique de l'Ouest, Togo, selon les desiderata des seigneurs. Hein? Oui, c'est une investigation que nous avons eu à conduire avec le centre Norbert Songo pour l'investigation qui est basé à Ouaga. D'accord. Et c'est une enquête qui paraît dans 4 pays déficitaires, le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et le sujet principal, c'est l'importation du riz, les seigneurs de l'importation du riz qui tuent la production locale. Vous savez que le riz est une denrée de grande consommation en Afrique et que généralement nos pays ou les importateurs se ravitaillent ou importent leur riz vers de la Thaïlande et de ces pays de l'Asie du Sud-Est. Alors, qui sont vraiment les importateurs du riz, par exemple, au Togo, quels sont leurs rapports avec l'État, combien de tonnes de riz sont importées et quel impact ces importations ont sur la production locale. C'est l'intérêt de cette investigation qui a pris plusieurs mois. Nous avons eu à interroger les structures de notre pays, le ministère du Commerce, les importateurs eux-mêmes, l'OTR et les agriculteurs. Et donc c'est la première phase de cette investigation qui paraît aujourd'hui sur le site de Senezo que nous avons relayé. Et un complément d'enquête va suivre mardi. Et c'est un article, c'est une investigation assez intéressante pour permettre aux Togolais d'avoir une idée de tous les intérêts et les coûts qui sont derrière cette affaire d'importation de riz. Vous savez que généralement, le riz, l'importation du riz est au cœur des scandales comme ce qu'on a vécu récemment avec Océan Progress. Et donc, c'est une investigation assez intéressante qui a eu lieu dans 4 pays et dont nous concluons la première phase ce matin et nous invitons les lecteurs à regarder ça. D'accord. Bah, écoutez, on lira l'article, c'est sur 2 pages, hein, page 4 et page 7 de votre journal au Togo, selon les desiderata des seigneurs. On va parler politique avec la CENI et ses membres carriéristes. C'est ce que vous écrivez, la CENI et ses membres carriéristes qui roulent en réalité pour le pouvoir, Ferdinand. Oui, il y a une nouvelle CENI qui est installée ces jours-ci, quelques mois après les législatives du 20 décembre, et on voit que le pouvoir a encore réussi à mettre 16 éléments. À la tête de la CENI, on annonce un assort qui en cache certainement un autre, ça doit être peut-être l'autre. Lui a été pendant longtemps DG de la Sotoko, et quand vous voyez l'état dans lequel la Sotoko se trouve, où se trouvait et qui a été finalement pour créer la NSCT, on comprend que c'est quelqu'un qui est fondamentalement lié au régime. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est la subtilité avec laquelle le gouvernement depuis des années, ou le régime depuis des années, place des gens qui sont proches de lui à la tête de cette institution pour organiser des fraudes et les fait passer pour des responsables de la société. On a énuméré dans cet article la longue liste de tous ces gens-là, de l'administration en passant par la société civile. On a les Tafakabio, les Potopéré, et Angèle Aguiga, et récemment M. Katanga et aujourd'hui Ayassor.
Et quand vous faites bien l'analyse, il y a certains qui n'ont jamais bougé de la CENI, qui sont dans la CENI presque depuis 20 ans, qui font carrière, qui organisent les fraudes sans aucune inquiétude, et alors que même parfois leur parti n'existe pratiquement pas. Vous avez Henri Colani qui est à la CENI et qui est devenu presque un carriériste. Vous avez vous avez Romao qui a été aussi porté, je crois, vice-président de cette CENI-là. Et ces gens-là s'organisent depuis des années pour faire des élections frauduleuses, pour tromper les résultats. Et il n'y a même pas d'action, par exemple, contre eux en justice ou ailleurs. Et en toute impunité, ils continuent leur sale besogne. Et c'est les mêmes qui ont été reconduits. On amène quelques nouveaux, comme le cas de ce Tayasso dont cite là, pour un peu colmater les brèches, donner une image d'une CENI renouvelée, mais toujours dans la même logique, organiser les fraudes électorales et assurer au pouvoir une victoire qui n'en est pas une. Et donc ce matin, on a mis nos projecteurs sur cette CENI-là, qui en réalité devient un vrai problème pour le pays. Très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Ferdinand, vous gardez la ligne, ça durera à peine 45 secondes. Nous allons marquer ici une pause, vous le citez, c'est une obligation, c'est ça qui me donne un petit peu de sous quand même. Et on vous retrouve pour la suite de commentaires de la une de votre journal alternative. Et nous retournons au téléphone pour continuer de discuter avec Ferdinand Haïté sur les sujets à la une de son journal. Ferdinand, vous êtes toujours avec nous. Le troisième sujet que vous avez retenu, c'est par rapport à ce que vous appelez des marchandages politiques, magouilles et soutien tous azimuts à la dictature. Lui, Michel, et ses missions que vous qualifiez de sonnantes et trébuchantes au Togo. Hein? Oui, ça peut dire. Ce monsieur, il est de la race des Chambas et qui sème le bordel au Togo. Lui, Michel, on le connaît depuis le temps de Yassine Beyadema. Ses déclarations tapageuses et ostensibles de soutien à la dictature. À la limite, même, il se permettait de narguer les peuples togolais, d'insulter les opposants. Il a fait pendant des années. Après le décès de Yadema, il a continué à réformer Yassine Bey. Il s'est allié avec un certain Gilbert Bahara, qui est son ami principal. Et il faisait aussi le même travail en RDC. Et depuis que Kabila est parti, il est revenu au Togo. Et ces jours-ci, il est encore arrivé à Lomé à la tête d'une mission obscure ACPUE qui a fait le tour, soi-disant, des hommes politiques et de la société civile. Et le jour à la fin de la mission, une conférence de presse avait été annoncée. Les journalistes ont été contactés pour se rendre à l'hôtel Février. Et à 20 minutes de la conférence de presse, elle a été annulée. Alors, lui, Michel, on n'a plus besoin de le présenter. On sait que c'est un soutien indéfectible à la dictature togolaise. Il s'en cache pas. Il a des intérêts ici. Il s'est proche des sociétés qui participent à la fraude électorale ici, comme DTS. Et nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est l'empressement de la classe politique de l'opposition ou de la société civile à aller rencontrer un individu comme ça, un personnage aussi obscur et qui est un soutien indéfectible à la dictature togolaise. Et donc, lui, Michel, voilà, il est arrivé, il a fait son business, il a ramené avec lui quelques parlementaires de l'Union européenne, c'est tellement des gens qui ne comprennent pas les véritables intentions de sa mission. Ils se sont certainement remplis les poches. Bon, il est reparti. Et l'objectif de cette mission, avec la complicité du pouvoir, c'est de faire croire que le Togo, le contact n'est pas rompu entre le pouvoir et l'opposition et que les ACP sont venus pour prendre le pouls de la situation et rendre compte à leur mandat. C'est quand même dommage que la classe politique s'est fait piéger par cette mission. D'accord, très bien, on a compris. Le dernier sujet à évoquer très rapidement avec vous, c'est par rapport à Kames, vous en parlez encore ce matin, beaucoup plus les capacités de nuisance, ce que vous écrivez, du trio Kokoroko, Podar et Koulibaly. Pagnou Sasso, c'est l'autre victime des coups tordus qui est assigné en plus en justice. Oui, tout à fait. Ce matin, nous revenons sur une affaire qui se trouve actuellement à l'université du Ghana et qui est au cœur d'une plainte en diffamation d'un professeur
Pagnou Sasso, qui va comparaître le lundi prochain au tribunal de Kara. Et de quoi s'agit-il? Le trio que vous venez de citer, Boubacar et Koulibaly, qui est le doyen de la faculté de droit de Kara, ces gens sont soupçonnés d'être auteurs d'un réseau de règlement de compte pour bloquer la carrière des enseignants-chercheurs, avec qui ils ont été différents. Et l'affaire remonte à 2016, et des enseignants-chercheurs ouest-africains portent plainte auprès du CAMES pour motif d'utilisation du système d'évaluation du CAMES par M. Popoda et Babakan Koulibaly comme instrument de règlement de compte aux candidats au comité consultatif interafricain et à l'agrégation. Alors, cette affaire qui a commencé comme une plaisanterie a pris d'autres tournures. Le CAMES a diligenté une enquête et puis a suspendu les 3 personnes du système d'évaluation. Alors, en avril 2018, le CAMES convoque en son siège à Ouagadougou pour déposition les plaignants et les témoins. Suite à cette audition, la décision conservatoire de suspension des 3 personnes a été prise. Et les témoins ont été ensuite invités à confirmer leur déposition par écrit. C'est ce qu'a fait M. Pagnou Sasso au CAMES. Alors, lorsque les 3 personnes ont été invitées à donner leur position ou à répondre de la plainte à Ouagadougou, ils ont refusé de s'y rendre en demandant au CAMES de leur communiquer la déposition des plaignants. Ce qui fut fait selon l'article 30 du Code d'éthique et de déontologie du CAMES. Alors, l'affaire en était là lorsque récemment les 3 personnes vont assigner M. Pagnou Sasso au tribunal de Kara pour diffamation. Alors, dans ce dossier-là, la rédaction a approché M. Kourouko pour avoir sa version des faits parce qu'il est accusé d'être le principal instigateur de ce règlement de compte. Et bon, après avoir lancé quelques critiques à l'alternative, soit disant que le journal fait de l'acharnement contre la personne, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas parce que nous, on s'attelle juste au fait, et qu'il connaît bien ce monsieur, c'est d'ailleurs lui qui l'a envoyé pour enseigner à Kara, et que ce monsieur s'est livré à des voies de fait contre son doyen Koulibaly, et ensuite qu'il a allégué des faits qui ne sont pas fondés contre eux, d'où la plainte contre lui au tribunal de Kara. Alors, il ajoute que le CAMES, l'université de Lomé n'est pas une colonie CAMES, et que les règles de délivrance d'autorisation de souffrance sont du ressort exclusif du président de l'université. Alors, cette affaire nous renseigne quoi? Cette affaire nous ramène à tout ce qui a été dit il n'y a pas très longtemps par les journaux sur ce réseau qui est au campus et qui bloque la carrière de tous ceux avec qui ils ont des différends, soit directement par eux-mêmes ou soit par des amis qui sont dans leur système en Afrique de l'Ouest. Alors, le lundi prochain, on verra ce que la plainte déposée contre M. Pagnou Sasso va donner. Mais toujours est-il que le fait que les trois personnes citées refusent de répondre à la convocation du CAMES pour donner leur point de vue sur ce qui se passe pose véritablement des problèmes. L'université ne peut pas continuer par être un cadre de règlement de compte entre les enseignants. Ce qu'on attend des enseignants-chercheurs, c'est justement de faire des recherches et d'éclairer la société. La société qui a des problèmes sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si nous sommes là à apprécier les Occidentaux, les Chinois qui évoluent bien, c'est que leurs chercheurs travaillent véritablement. Mais chez nous, les chercheurs, c'est pour régler les comptes de leurs amis, à leurs collègues, déjà avec qui ils ne s'entendent pas, parce que soit ils ne sont pas du même bord politique, soit ils ne sont pas de la même obédience philosophique ou ésotérique, et ça devient une guerre entre eux, et ce n'est pas véritablement pour nos universités. Je pense qu'il faut s'asseoir et régler ce problème-là pour que l'université ne devienne pas un champ de règlement de compte tout enseignant parce que lequel veut briser la carrière de l'autre. Voilà, nous sommes revenus sur ce dossier-là tout en prenant la vie de tous les protagonistes et la semaine prochaine on reviendra sur la suite après le procès à Kara. Très bien, écoutez, on lira l'article dans votre journal, c'est à la page 5.
mais l'article principal de ce dossier, on va dire presque sous-régional que vous publiez ce matin sur les seigneurs des riz, la tyrannie du riz en Afrique de l'Ouest, selon les desiderata des seigneurs, le cas du Togo que vous évoquez ce matin. Merci beaucoup Ferdinand Haïté. Merci, Christian de Frédéric. Allez, bonne journée. À plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.